Bonjour tout le monde. Je connais quelques-uns, je connais pas tout le monde. Je suis nouveau ici. Je suis Yahya Ashraf. Je suis ingénieur en finance. J'ai 7 ans d'expérience en banque. Je viens d'intégrer Al Goufi depuis le Maroc. Aujourd'hui, je vais vous présenter la FRTB. C'est une nouvelle réglementation du risque de marché qu'on vient de connaître depuis 2016. Je vais essayer le maximum de clarifier, de vulgariser la notion. Et après, on fera une séance de questions-réponses. Mais avant ça, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous qui fait les risques? Ça marche. Du risque crédit ou du risque de marché? C'est dans une équipe qui fait les deux. Fait les deux. Ça marche. Moi aussi, je fais du risque crédit, du risque de marché et de la réglementation. Je vais commencer par une petite définition du risque de marché. Après, on va faire un petit cours d'histoire. On va parler de la réglementation bâloise, son évolution depuis 1988. Après, on va passer sur un focus sur la FRTB. Elle est axée sur 3 axes majeurs. Je vais détailler chaque axe. Et quand je termine, vous avez tout le temps de me poser des questions pour clarifier des choses. Ça marche? On commence. Le risque de marché. On va commencer par une définition. Le risque de marché, c'est une perte liée à une évolution de la valeur du marché d'un portefeuille des instruments financiers. Les instruments financiers peuvent être des actions, des obligations, des produits structurés, des produits hybrides aussi. On peut splitter le risque de marché en 2 composantes principales, l'exposition et l'incertitude. L'exposition, c'est en l'occurrence la détention d'un portefeuille d'instruments financiers, et l'incertitude qui réside dans l'évolution de la valeur de l'instrument dans le marché, qui dépend aussi de la valeur de ces métriques. Le risque de marché est divisé en 4 principales sections. La première section, c'est le risque de change. C'est un risque lié à tout ce qui est fluctuation des cours de change sur les marchés mondiaux. Le risque des matières premières, qui est défini en risque de fluctuation de la valeur des matières premières, métaux précieux, or, argent, platine, tout ce qui est énergie, pétrole, gasoline, gaz naturel, fuel, agriculture, tout ce qui est blé, soja, tout ce qu'on achète de base sur les marchés mondiaux, le café aussi. Et on a tout ce qui est risque action, qui est lié à la participation dans un capital d'une société cotée ou non cotée, et sa valeur sur le marché boursier. Ces risques-là, lorsqu'on les agrège, on a la fluctuation du risque de marché. Pour mesurer le risque de marché, on a deux dimensions. La dimension quantitative, c'est la valeur monétaire avec laquelle on achète l'instrument, et une valeur probabiliste qui dépend de la fluctuation des cours sur le marché boursier ou sur les marchés over-the-counter de gré à gré. Pour mesurer le risque de marché, on a le fameux indicateur, la VaR, la value at risk, qui est une valeur qui est liée à une perte maximale sur un horizon donné pour une probabilité donnée. La VaR, elle se représente sur cette courbe. Par exemple, sur cette courbe, on a pour une probabilité de 5%, la perte maximale qu'on peut subir, c'est 5 000 euros. C'est-à-dire, si on a, sur un intervalle de confiance inférieur à 95%, on peut subir des pertes inférieures à 5 000 euros. Si on dépasse les 5%, on va subir des pertes plus que 5 000 euros, ce qui est une limite. La VaR, on la calcule de 3 méthodes principales. La première méthode, c'est la VaR historique, qui dépend d'un historique de valeur, d'un minimum de 365 observations sur une année, pour permettre de faire une modélisation économétrique pour estimer la VaR historique. On a la VaR paramétrique. Pour la VaR paramétrique, c'est une méthode riche en modèles. On utilise des familles de distribution avec laquelle on peut ajuster avec des paramètres statistiques, tout ce qui est des métriques relatifs au marché, et avec des simulations aussi.
Le but, c'est de trouver des paramètres optimaux afin de trouver une distribution qui caractérise au mieux l'estimation des pertes. Et on a la méthode de Lavard de Monte-Carlo. Elle nécessite des hypothèses de distribution des pertes afin de procéder à des tirages aléatoires simples et qui permet de travailler sur une estimation maximale des risques. Pour Lavard de Monte-Carlo, c'est une méthode qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de moteurs de calcul, beaucoup de modélisation. Aussi, pour Lavard paramétrique, elle est un peu difficile parce qu'elle nécessite des moteurs de calcul un peu lourds. Et Lavard historique, c'est la plus préférée, c'est la plus light. Mais les banques tranchent entre Lavard historique et Lavard paramétrique en général. Maintenant, on passe un peu de lexique avant d'intégrer la partie FRTB. Pour le lexique, on va parler de la première notion, c'est la PNL. La PNL, c'est la rentabilité financière d'un instrument qu'on a ou qu'on veut acheter. On peut estimer son prix d'achat ou son prix de vente. Et les écarts avec les coûts en plus nous donnent la PNL économique ou la PNL comptable. Un portefeuille bancaire d'investissement est splitté en deux portefeuilles grand portefeuille, le trading book. Une chose, avant de parler de portefeuille, le portefeuille est basé sur des intentions d'investissement. L'intention d'investissement, est-ce que on détient un instrument pour une vente, pour du trading, ou on le détient à maturité? Lorsqu'on détient à maturité, c'est de l'investissement. Le trading book, c'est l'ensemble des actifs qu'on détient pour les échanger sur le marché, pour générer du PNL. Le banking book, c'est aussi il génère du PNL, mais il est détenu à maturité pour la stabilité de l'établissement bancaire ou instabilité de l'établissement financier en général. Il y a aussi la nouvelle notion de l'expertise shortfall qui vient remplacer la VAR sur la FRTB. C'est l'espérance conditionnelle des pertes considérant un niveau de VAR. C'est-à-dire, les VAR, c'est un indicateur qui nous permet d'estimer au maximum nos pertes en cas de stress et en cas de distribution aléatoire. Maintenant, on va faire un peu de littérature avec la réglementation bâloise. Avant 1988, il y avait des réunions des superviseurs bancaires sur le niveau européen, sur le niveau mondial, mais il n'y avait pas de comité qui faisait la réglementation en cœur mère. La première faillite d'une banque après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la banque Erstadt. C'est une banque allemande qui a fait faillite après la crise de 1973, la crise pétrolière. Après, en 1975, il y avait le Concordat de Bâle, où les personnes se sont réunies pour faire une estimation des risques sur le marché bancaire international. Les premiers résultats qu'on a essayé d'établir après le Concordat de Bâle, c'était en 1988. On a estimé que les risques bancaires majeurs sur le marché, c'est le risque de crédit et le risque opérationnel, avec un ratio de Cook qui permet d'estimer la consommation en fonds propres de ces deux risques. Après, de 1988 à 1996, il y avait des petites crises comme la crise mexicaine, comme la crise des marchés sud-asiatiques, où s'est apparu le risque d'un marché sur des marchés de trading, surtout en termes d'actions. D'où vient l'estimation du risque d'un marché sur le ratio de Cook et un nouveau amendement pour le risque d'un marché en 1996. Après vient Bâle 2 en 2004 avec l'apparition de la notion de la VAR sur le marché américain. Et elle est entrée comme réglementation obligée par rapport aux banques pour estimer leurs pertes par rapport au portefeuille détenu sur le trading book et sur le banking book. Après, il y avait la crise des subprimes en 2007-2008, la faillite d'Lehman Brothers. Et on a eu la refonte de Bâle 2 avec la Bâle 2.5 et l'apparition de la VAR stressée pour voir comment les portefeuilles réagissent en cas de crise mondiale. Après, on a passé à Bâle 3, une évolution du risque de crédit, l'estimation de nouveaux ratios, le LCR, le Liquidity Coverage Ratio, le ratio de le fameux NSFR aussi. Ce sont deux ratios pour estimer la couverture des banques par rapport à des crises, par rapport à des coussins de liquidité, pour leur permettre
d'investir de manière sûre, de manière protégée, surtout. Après BAL 3, il y avait une petite revue en 2012 où on a essayé d'insérer la notion de la FRTB pour séparer le trading book et le banking book et avoir, une visibilité claire et nette sur qu'est-ce qu'on doit détenir en banking book et qu'est-ce qu'on doit détenir en trading book. Pour la FRTB, avant chaque réglementation, on doit faire des études quantitatives d'impact, faire des consultations avec les banques mondiales à risque systémique, comme la BNP, comme la Société Générale, comme la Natixis, comme les grosses banques américaines, les grosses banques allemandes, qui impactent sur le marché mondial et sur le marché boursier. On a fait plusieurs études à travers les années 2012, 2013, 2014 avec des textes de loi qui introduisent la notion de la FRTB, mais c'était pas un texte final, mais des ressentis de banque, des résultats concrets, des nouvelles taux de couverture par rapport à certains instruments. Après, la version finale a été émise en 2015 pour l'appliquer fin 2016, pour avoir une recommandation finale et définir un plan d'implémentation jusqu'à 2019. C'est là où les banques sont tenues et ont été obligées à investir massivement dans des moteurs de calcul, à faire des investissements en termes d'implémentation réglementaire pour faire un terrain pour construire des textes et des nouvelles entités sur le front office, le back office, le middle office et sur les risques pour essayer d'implémenter la FRTB. Après, on passe à les objectifs de la FRTB. On a 3 axes majeurs sur les objectifs de la FRTB. C'est définir une frontière claire du banking book et du trading book, avoir une approche standard pour l'estimation des risques et avoir aussi une approche des modèles internes à chaque banque pour estimer ses propres risques. Principalement, pour la frontière du banking book et du trading book, on a une définition plus claire. On a le principe général de l'intention de négociation avant l'acquisition d'un titre ou d'une action, c'est-à-dire on doit savoir au début où on doit l'affecter et on doit aussi respecter les limites internes d'arbitrage. Pour l'approche standard, c'est une approche basée sur les sensibilités de risque, le delta, le vega et la curvature. Et pour l'approche à modèle interne, le but, c'est d'avoir une mesure de risque de liquidité, faire un processus de validation pour les modèles internes, le backtesting test de la PNL, et avoir une sélection rigoureuse des facteurs du risque de modèle et estimer les risques non modélisables. Après une difficile implémentation de la FRTB en 2016, on a essayé de revoir la réglementation et avoir des motivations pour réviser, donner une FRTB revue en 2019 pour essayer d'implémenter une loi un peu simple et un peu claire par rapport aux banques. Les enseignements tirés des études d'impact, on a eu une augmentation d'exigence en capital massive, estimée à 40%. Chose qui a épuisé les banques. Et on a aussi des difficultés à comprendre le texte pour le produire de façon pratique. Le retour des banques, c'était les limites de l'approche standard, parce qu'on a une surestimation des risques. Aussi, les modèles de calcul avaient des tests très complexes et ça épuisait les outils déjà existants. Et on avait une charge en modèle interne très excessive, surtout pour les risques non modélisables, qu'on ne peut pas vraiment clarifier sur le premier texte. Oui ? Après, on passe aux évolutions introduites en 2019. L'application de la FRTB a été décalée jusqu'en 2022. Les 3 axes qu'on a parlé dans l'ancienne slide sont les mêmes.
Et pour les amendements, il y a sur le périmètre risque de marché, on a une meilleure estimation des risques de change, la clarification de la frontière trading book et banking book. Pour l'approche standard basée sur les pondérations, on a essayé de trouver des scénarios de corrélation, une meilleure estimation du risque de change FX, les curvatures pour les options et la pondération des risques pour les autres éléments non cotés. Pour l'IBA, c'est l'approche basée sur les modèles internes. On a fait un test de PNL et d'attribution et on a estimé les facteurs de risque non modélisables. Pour le premier axe, c'est la frontière du trading book et le banking book. Le but, c'est de faire un arbitrage entre ces deux portefeuilles dans le but d'alléger la consommation en fonds propres de chaque banque. Pour le trading book, c'est clair, c'est vraiment clair les éléments où qu'est-ce qu'on doit placer en trading book. C'est l'actif et passif de trading comptable, les instruments résultant d'activités market making, instruments résultant d'activités de souscription de titres, equity listé ou equity investi en fonds, les positions vendeuses nues ou non couvertes, incluant les instruments en cash et les options. Pour le banking book, c'est les equity non listés, les instruments d'utilisation warehousing, créances immobilières. Ces deux-là sont vraiment risqués. L'investissement equity dans un hedge fund non coté de façon quotidienne. Et les instruments dérivés dont le sous-jacent est un des actifs cités ci-dessous. Le but, c'est que chaque banque, avant l'implémentation de la FRTB, elle doit reclassifier ces éléments et avoir une séparation vraiment claire entre le trading book et le banking book. Chaque banque est tenue à communiquer un reporting clair et net de l'implémentation de la FRTB au superviseur bancaire dont elle dépend. Le superviseur a droit de sanctionner la banque qui ne respecte pas ça. Et vraiment, il peut estimer une charge de capital supplémentaire en cas de non-implémentation. On passe maintenant à l'approche standard. Ouais. Approche standard. Pour l'approche standard, elle est déclinée sur 3 axes majeurs. L'approche par sensibilité, on se base sur les trois indicateurs de sensibilité, le delta, le vega et la curvature pour les options. La deuxième, c'est la charge additionnelle pour tenir le compte du risque résiduel. Et la troisième, c'est la charge pour le risque de défaut, estimation standard avec pondération. Le but de ces 3 axes, c'est d'avoir une estimation des risques de change, l'extension de paires de devises avec lesquelles on fait la triangulation. Et aussi, on peut estimer le risque de change à base d'une devise hors de la devise du reporting imposée par le superviseur. Aussi, on a le nouveau métrique, c'est la création de buckets spécifiques pour l'investissement, afin d'estimer les risques actions, les spreads de risque de crédit, les CDS. Aussi, on a la révision des calculs des charges pour les instruments non linéaires, surtout pour les options et les produits hybrides. La révision des scénarios de la corrélation basse pour les estimations des scénarios de corrélation. Et la diminution de certaines pondérations des risques, surtout au niveau des classes des risques, de risque de taux d'intérêt avec moins 30% et pour le risque de change de moins 50%. Et pour les éléments ciblés, les covered bonds, les obligations souveraines, high yield. Pour l'approche modèle interne, à l'instar de l'approche standard, elle est splittée en 2. Il y a aussi une charge de risque pour les défauts modèle interne et l'évaluation des facteurs du risque non modélisable et l'expected shortfall, qui est l'espérance conditionnelle de la VaR et qui permet de mesurer le risque de façon vraiment exhaustive. Pour l'expected shortfall, elle intègre des horizons de liquidité très courts, de 10 jours à 120 jours, avec un prudent
de 2,5% avec un intervalle de confiance de 97,5%. Et elle est basée sur des paramètres de stress sur un an. Le but de cette approche de modèle interne, c'est de remplacer la VAR stressée et la VAR avec l'expected shortfall afin de déterminer le tail risk. L'expected shortfall intègre des horizons de liquidité très réduits, alors que la VAR avait des horizons de liquidité d'un an. On peut maintenant arriver à 10 jours, un mois, même 3 mois. L'IDR réunit tout ce qui est perte extrême au-delà du quantile. Et pour la Stressed Capital Add-on, c'est l'additionnel pour les risques non modélisables, on peut capter les risques à facteurs non observables, ne bénéficiant pas d'effet de diversification, pour ne pas pénaliser le trading sur les marchés illiquides. Aussi, les opérations d'utilisation sont exclues de l'approche de modèle interne parce qu'elles consomment beaucoup en capital. Passons maintenant à l'impact de la FRTB sur les banques. J'ai essayé de diviser cette partie en impact organisationnel et financier, en un impact technologique, parce que ça nous concerne. Pour l'impact organisationnel, il y a une grosse réorganisation dans toutes les banques mondiales parce que la FRTB exige une clarification des périmètres de toutes les entités impactant la finance des marchés, le front office, les risques, le middle office, la trésorerie et le back office. Le développement de beaucoup de modèles, ça nécessite beaucoup d'investissements en termes économétriques, statistiques. On doit améliorer l'existant, on doit avoir des moteurs de calcul plus puissants afin de répondre aux exigences des régulateurs. Et ça nécessite beaucoup de charges pour les banques et beaucoup de dépenses parce qu'ils sont obligés de faire ça. L'évolution des stratégies d'optimisation des capitales afin de pallier l'augmentation importante en fonds propres. Donc les banques doivent revoir leur stratégie en termes de gestion de capital. La partie fonds propres tier 1, il faut consolider les fonds propres afin de se couvrir contre des risques de liquidité. Et aussi, il y a des grosses exigences en capital de marché par rapport au cadre actuel, parce que l'estimation première c'était 40%, mais en moyenne, après une première application, on est à 22%. Pour les impacts technologiques, surtout en secteur IT, moteur de calcul, les outils existants, le développement de nouveaux outils, la création de nouvelles solutions pour faire des calculs massifs. On a une augmentation des nombres de calculs, beaucoup de simulations, beaucoup de création de modèles qui nécessitent beaucoup de paramètres. Il faut que toutes les banques harmonisent leur processus, les formes de gouvernance, parce qu'il y a une seule loi qu'ils devraient appliquer, donc ils sont obligés de faire ça. Il y a aussi, en termes de data quality, une augmentation d'exigence, une augmentation de volume de données impliquées pour le calcul. Donc ils doivent respecter la BCBS 239 surtout. Il y a aussi beaucoup de spécifications en besoin système parce que chaque banque a des portefeuilles, chaque banque a son histoire. Elle doit respecter son histoire, elle doit respecter son type d'investissement. Elle doit avoir des outils spécifiés et respectant la réglementation. C'est une harmonisation de deux conditions un peu difficile et ça prend beaucoup de temps. Et vraiment, l'implémentation en 2022, il y a beaucoup de prévisions qui disent que ce sera vraiment difficile d'atteindre cet objectif-là. Parce que vraiment, ils peuvent pas appliquer tout, vu l'existant et surtout pour les banques historiques. Pour aller plus loin, il y a beaucoup de formules statistiques, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de détails, si vous voulez que je partage avec vous la documentation. Vraiment, j'ai essayé de ne pas aller trop sur le côté calcul, modèle, intégral et tout. Mais si vous voulez, on peut faire une autre séance dédiée à l'approche standard qui est vraiment basée sur des modèles et des pondérations. Mais l'approche interne, il y a beaucoup de modèles statistiques vraiment très ficelés. Si vous voulez, je suis prêt à vous expliquer tout ça. Voici mes références. J'ai essayé de baser sur le CETFI Market, sur la CPR, qui est l'autorité financière qui contrôle tout ça.
et aussi sur des articles qui ont vraiment où j'ai eu beaucoup d'informations sur l'impact sur les banques. Et merci.